Bonjour les amis. Donc voilà, je vous en dis un peu plus aujourd'hui. On commence l'année en force. Pourquoi? Je vous explique. On va rencontrer une personne qui a été 3 fois champion de France, vice-champion d'Europe de bodybuilding. Ouais, comme vous voyez, enfin comme tu vois Pascal, je la planque partout où je peux, je l'emmène partout avec moi, mais c'est pas évident. On est accueillis aujourd'hui au complexe sportif L'Archipel à Petit-Couronne. Ah oui les amis, et comme je vous disais, donc là où on va, c'est un complexe sportif. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au début de l'interview, j'aimerais que vous restiez à l'écoute, parce que il y a du bruit. Il y a du bruit et puis bah c'était au moment où il y a des gens qui s'en vont, qui disent bonjour, au revoir. Bref, ne vous fiez pas à ça. Après, c'est beaucoup mieux. L'interview est vraiment intéressante pour tous les fans de culturisme ou de musculation, simplement parce que Pascal va vous donner des conseils énormes. Vraiment énormes et intéressants et vraiment... J'espère qu'on sera encore amené à se rencontrer pour d'autres exploits, parce que ça reste un exploit. J'aimerais vraiment que vous écoutiez son histoire, parce que, comme on l'a dit, qu'on l'a mis dans 3 rubriques, un art pour tous, parce que le culturisme pour moi reste un art, parce que le corps est quelque chose dont on peut faire un art. Un sport pour tous parce que le bodybuilding, le culturisme, la musculation, ça reste quand même un sport. Et un combat pour tous, pourquoi? Parce que quand vous allez connaître son histoire, de là où il réchappe, d'où il ressort, il n'était pas parti pour en arriver là, il s'est vraiment battu, surtout durant 3 ans, de 98 à 2001. Je vous en dis pas plus. Vous allez comprendre, vous allez écouter, si vous en avez, enfin j'espère que vous allez en avoir envie. Et vous explique tout ça en détail. Je vous dis à tout de suite pour la livraison 11 du mini-conteneur avec Pascal Mazur, direction Petit-Couronne, l'Archipel. Donc bonjour à tous, donc voilà, on démarre ce début d'année en force, on peut le dire, parce qu'aujourd'hui pour la livraison 11 du mini-conteneur, on est invité, un peu dans ton QG, par Pascal Mazur, triple champion de France, vice-champion d'Europe de bodybuilding. Donc aujourd'hui, ce sport, c'est ton bébé, c'est ta façon de vivre. Aujourd'hui, on te classe dans 3 catégories pour nous. Un art pour tous, un combat pour tous, un sport pour tous. On ne peut pas te classifier tellement que t'es content. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de toi, ta personnalité. Commencer par ton combat pour tous. Oui. Un combat qui t'a duré 3 ans, après un accident de moto. Oui, c'est ça. 98. Tu peux nous en dire un peu plus sur... Oui, c'était donc le 15 octobre 98. Un automobiliste à Rouen a mis un stop et j'ai traversé la voiture juste en moto. Donc j'ai été traumatisé, j'ai eu une fracture cognitive complexe des 2 jambes, le coude, l'épaule, le cervical, la lombaire. Donc on a failli m'amputer les 2 jambes. Et j'ai eu 27 opérations en 3 ans et demi. Vous aussi des sessions entre centre de rééducation et hôpital, donc le centre de rééducation aux Herbiers. Et
pendant 3 ans et demi pour essayer de remarcher. Et au bout de 3 ans et demi, j'ai vu le jour et puis j'ai pu. Ça a dû être vraiment contraignant, même émotionnellement, ça a dû être soutenu vraiment. Oui, et surtout pour le sport, parce que j'ai dû arrêter ce que j'entreprenais déjà. J'étais déjà à un niveau en karaté, kobudo aussi. Avec Kobudo, justement. Je voulais justement en venir là, parce que tu as commencé ta carrière, c'est vraiment en tant que karatéka. Je pense que peut-être justement physiquement, c'était une des forces qui a fait que tu as su t'en sortir. Oui, parce que en fait c'est une bataille entre toi et ton corps. Les médecins, les chirurgiens font ce qu'ils peuvent, et de l'autre côté après c'est une bataille entre toi et ton corps pour remarcher, retrouver la force intérieure. Et les arts martiaux m'ont beaucoup aidé pour ça, parce que ça permet de travailler sur soi-même, de relativiser les choses, et puis d'avoir cette force intérieure qui fait que tu lâches pas, tu t'accroches parce qu'il y a autre chose derrière. Et puis bon, 3 ans et demi, ça a payé parce que j'ai pu remarcher en me battant pour. Samira, on sait que le sport du karaté c'est justement un sport très mental. Oui. Tu as justement cette force. Donc tu as une belle carrière aussi dans le karaté quand même. Tu as fait des bons débuts. Oui, je suis allé jusqu'au championnat international le 6 mai 2007, où j'ai fait vice-champion international et 3e place aussi en kata et combat. Ah oui. Et donc suite à ça, c'est ton prof qui t'a un petit peu orienté vers le karaté, vers le bodybuilding. Oui, c'est ça. Ouais, au départ c'est des musculations, c'est ça. Parce que en fait j'étais très fin, je faisais 1m81 pour 67 kg, donc j'étais vraiment une brindille, et pour les arts martiaux je manquais de puissance, de force. Donc il m'a conseillé de commencer par 2-3 séances de musculation la semaine pour gagner un peu plus de force, pour que mes coups soient plus puissants. Et donc j'ai commencé comme ça, et petit à petit mon physique a changé, j'ai gagné plus de puissance, plus de force. Et puis à l'époque mon idole c'était Jean-Claude Van Damme. Donc, on en a parlé un petit peu carrément, Jean-Claude Van Damme. C'est vrai que Van Damme, on va pas se mentir, c'est la base. C'est la base, je crois qu'on a tous été Bloodsport, Full Contact, je crois qu'on a regardé ces films. C'est ça, et du coup je commençais à tendre vers le physique de Jean-Claude Van Damme, et comme je pratiquais aussi des arts martiaux, j'étais vraiment dans le personnage, et petit à petit j'ai beaucoup pris en volume, et ça m'a posé des problèmes pour le karaté et le kobudo, parce que je pouvais plus manier le nunchaku correctement, parce que j'avais trop de dorsaux, donc je pouvais plus plaquer le nunchaku sous le bras, et donc du coup j'avais aussi quelques pertes d'amplitude par la masse musculaire pour faire certaines techniques en karaté. Et donc là, mon sensei, donc mon professeur de karaté, m'a dit maintenant il va falloir que tu choisisses ta voie, c'est où tu diminues la musculation et tu perds en muscle et tu continues les arts martiaux, ou tu changes de voie. Et il dit à ce stade-là tu vas pas pouvoir faire les deux. Et j'étais tellement bien en fait en musculation et puis je me voyais pas physiquement régresser. Je voyais ce physique-là dans le miroir. Je peux pas redevenir maigrichon comme j'étais, parce que j'ai tellement enduré à être maigrichon que c'était. En fait, tu te trouvais bien dans ton corps. Voilà, c'est ça. Tu t'étais trouvé en fait. Voilà, c'est ça. J'ai retrouvé une image qui me plaisait plutôt que ce que j'étais avant, quoi. Et du coup je me suis lancé entre guillemets, j'ai continué la musculation. Ça a été après plus que musculation, parce que je suis tombé vraiment dans le bodybuilding, où là c'est vraiment c'est ça, cette transition de l'amour du corps en fait qui t'a fait tomber amoureux de ce sport. Oui, et puis j'avais toujours en fait dans mes idées, toujours mes idéaux, c'était Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Schwarzenegger, voilà, tous les gros bras, Dolph Lundgren, tout ça des années 80. Et j'ai grandi avec Schwarzenegger, où ça a commencé. Alors je me souviens pour l'anecdote, j'avais 13 ans je crois à l'époque, et
la séance de film mardi soir, mon père qui me dit regarde, viens voir, tu vas pas croire. Et c'était la première fois où Conan le Barbare a été diffusé à la télé. Donc on voyait Schwarzenegger arriver sur son cheval, luisant, muscle et tout. Et là je suis tombé mais béat devant le téléviseur. C'était spectaculaire. Et puis j'ai crié comme ça, j'ai dit ouais un jour je lui ressemblerai. Mon père s'est éclaté de rire, ouais d'accord. Et puis en fait j'avais toujours ça dans le coin de ma tête et je me suis dit je vais continuer, voilà, et je voulais progresser encore et encore pour atteindre ce niveau-là. J'ai déchanté bien après parce que j'ai su qu'en fait pour avoir ce niveau-là il fallait passer par des moyens. On discutera, oui, voilà. On va en parler après. Et donc j'ai un peu déchanté, j'ai dit mais jamais je pourrais avoir ce physique quoi. Et j'ai continué malgré tout. J'ai continué à gagner évidemment en volume parce que je suis passé de 67 kg à 85-90 kg hors saison. Et pour un poids de compétition en moins de 80 kg. Donc tout ce que j'ai pris c'est du muscle. Et donc c'est quand même pour moi une grande victoire parce que j'ai quitté ce corps de Bengalais. Et ton sensei, il n'y a pas un peu de regret, tu l'as revu Oui, je l'ai revu, oui, et il m'a trouvé. Il était quand même étincelle. Oui. Il m'a trouvé vraiment épanoui et tout. Il m'a dit t'as trouvé ta voie. Il me fait continue dans cette voie-là. Chacun doit trouver son chemin. Et il dit je t'ai accompagné comme un parent accompagnerait son enfant. Et arrivé au croisement des routes, tu fais ta vie. Et voilà. Et donc c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit là tu fais ta vie, tu as pris ta voie. Mais comme je t'ai orienté, c'est-à-dire que même si c'est pas dans sa voie. Ouais, c'est ça. Il m'avait accompagné pour que je découvre ma voie, en fait, quelque part. S'il m'avait pas conseillé de faire la musculation, j'aurais peut-être continué à être. Et donc en fait, tout ça s'est passé avant 98. Ouais, c'est ça. Donc, 13 ans de combat. Oui. Je pense que après ta rééducation, que tu es rude quand même, oui. La reprise du sport, c'était quand même un vrai challenge pour toi. Mais en fait, j'ai pas lâché le sport, même pendant mes périodes d'hospitalisation et de rééducation, parce que, pour dire comment je suis. Mais je pense qu'il faut avoir une passion et puis il faut, parce que reconnu par les autres, mais je pense qu'il faut. Parce qu'à l'hôpital, je me souviens que dans le lit, alors j'étais appareillé partout dans les jambes, tout ça, et comme je ne pouvais pas bouger les jambes, j'entraînais le haut avec, comment on appelle ça, la poignée pour se suspendre en haut du lit. Alors, je faisais des tractions à un bras, parce que le bras n'était pas encore valide, et à un bras je me soulevais, comme ça je faisais même dans le lit. Quoi. On sent l'inspiration de Vandal. Ouais, les combattants. Ouais, j'ai dit je lâcherai pas, je continuerai. Et après, en centre de rééducation, au fur et à mesure, donc j'étais en fauteuil roulant évidemment, je fais du handisport aussi. D'accord. Donc j'ai pas lâché le sport. Le sport c'est la vie, le corps il est fait pour le mouvement. Il n'est pas fait pour être sédentaire, tout ça. Donc il fallait que je bouge. Et en fauteuil, donc je faisais du franchissement d'obstacles en fauteuil, de la course en fauteuil, du basket en fauteuil, du ping-pong en fauteuil. Donc tout ça au centre de rééducation. Donc c'est des choses qui t'ont permis peut-être justement d'avoir plus de réflexes, plus de. Non, ça m'a permis de garder, de conserver une certaine masse musculaire. J'avais perdu évidemment la masse musculaire, mais je faisais aussi la musculation en centre de rééducation, pareil, où là je me transférais en fait de mon fauteuil sur les appareils de musculation et pour travailler le haut du corps, parce que le bas ne fonctionnait pas. Et j'ai continué en fait la musculation de cette façon-là. Et les autres sports que je pouvais faire en fauteuil. Parce que quand on est en fauteuil, on est en centre de rééducation, je vivais au centre de rééducation en continu, j'avais le droit de sortir, parfois le week-end j'avais l'autorisation de sortir pour retourner chez mes parents. Sinon toute la semaine c'était uniquement en centre de rééducation, donc on est vraiment confiné, je veux dire, à voir que des personnes qui sont amputées, tout le monde était en fauteuil invalide, donc en baignant dans ce milieu-là, qui est un peu anxiogène,
parce qu'on se dit est-ce que je vais remarcher, est-ce que sûr, oui, pas de question. Et du coup, le sport c'est une libération parce que pendant que je m'entraînais, et du coup je m'entraînais en dehors des séances de rééducation et les repas et les soins, je passais ma journée à m'entraîner en fauteuil. D'accord. Et le sport, ça a été vraiment un exutoire pendant cette période-là, parce que les douleurs physiques que j'avais, j'ai pu les expulser par le sport. Ouais, ça a été salvateur. Et quand j'ai pu en marcher, après, j'ai Justement, continué. je vais revenir à ça. Ouais. Tu as commencé ton ascension. Oui, c'est ça. J'ai continué à repratiquer les arts martiaux et la musculation pour me remettre en fonctionnement, pour faire travailler les jambes, l'équilibre, etc. Et puis après, je suis vraiment tombé dans le bodybuilding à partir. Le bodybuilding, en fait, ça a quand même une démarche assez longue par rapport à ta rééducation. Oui, dès les années 2000, ça a vraiment. 2001, 2002, ça Ouais, je me suis vraiment jeté corps et âme dedans. on peut le dire. Ouais, c'était vraiment début 2000, c'était ça. Dès que je suis ressorti, j'avais repris un peu les arts martiaux et la musculation. J'avais récupéré l'équilibre et tout. J'avais bien travaillé. Puis je travaillais même chez moi en plus des séances de karaté. C'est une fierté pour toi. Voilà, je répétais inlassablement mes katas pour garder vraiment. J'ai fait de mes jambes en fait mes piliers. Ça a été, on a failli, ouais, on a failli amputer les deux jambes. J'ai réussi à les garder et grâce au chirurgien aussi, je les remercie énormément. Et grâce à ça, en fait, je me suis dit, salut Pascal. Et je me suis dit, plus jamais je les lâcherai, ça va devenir mes piliers, ça va devenir ce qui va me soutenir dans la vie. Et c'est devenu mon point fort au bodybuilding maintenant, parce que je les ai travaillés tellement que maintenant au niveau de l'équilibre de mon physique, ça a vraiment fait. Salut, au revoir, bonne journée. Faut pas oublier qu'en plus, quand on revient les jambes, il y a beaucoup de personnes, je sais que dans le bodybuilding, les jambes, c'est pas spécialement ce qui travaille le plus. Alors, on voit énormément de personnes qui sont très oui, alors dans ce cas-là, ils font pas de bodybuilding. Ouais. Parce que le bodybuilding, c'est à ça que tu reconnais un bodybuilder. D'accord, donc c'est là que je finis. C'est à ses jambes. C'est bien, c'est bien. C'est à ses jambes. Tu regardes quelqu'un qui fait de la musculation, Ouais. si les cuisses sont aussi développées que le haut, il est bodybuilder. D'accord. C'est obligé. Parce que c'est un groupe musculaire qui est hyper dur à travailler, Exact. qui est très douloureux Et fatigant. Très fatigant, même épuisant, qui consomme énormément d'énergie. Et le lendemain, le surlendemain, des fois on marche, on titube, les marches on ne peut plus les monter, enfin voilà. Mais donc il y en a beaucoup de personnes qui délaissent ce groupe musculaire-là. Le peu que j'ai fait, moi, la première expérience, j'étais encore lycée. Je vais à la salle de sport et qu'est-ce que je fais? J'étais avec un ami, je dis vas-y mets des poids, puis je me mets sur la machine justement avec le gros poids où j'ai jamais pu. J'ai cru que j'allais être étouffé. J'étais fier de moi, je sortais. Alors, mes premières expériences avec le cosmétique, comme je te disais, tu vois. Et là j'arrive dans une salle de sport où je crois que je vais réussir à tout faire. Mais on tombe de haut, et c'est là justement qu'il faut vraiment que les gens qui veulent. Qui aiment ce sport, parce que c'est quand même quelque chose dont on s'intéresse parfois au début de loin. Ouais. Et quand on veut commencer à faire ses premiers pas se lancer comme ça bêtement et prendre des haltères. Non, surtout il y a pas. toute une technique, il y a tout un. Surtout pas. Il faut vraiment laisser le corps apprendre. C'est le problème que je trouve en salle avec beaucoup de jeunes, où à chaque fois je me permets d'intervenir pour leur dire écoute, ce que tu fais là c'est pas bien et tout. Limite ils m'envoient un peu chier. Ah oui. Pardon l'expression. Mais parce qu'ils ont l'impression de tout savoir et autres. Et moi ça me dépasse parce qu'ils se bousillent pour l'avenir. Ils disent ouais ça passe. Ça passe parce que tu es jeune. Mais arrive un moment, ce que tu es en train de faire là, tu vas le payer plus tard. Ton dos, tes épaules, tout ça, ça sera fini. Et le bodybuilding, c'est l'art d'une vie. On construit son corps pour la vie. Il n'y a pas d'âge limite pour le faire. Il n'y a pas d'âge limite pour concourir. Parce qu'on a les catégories seniors, plus de 70 ans, de concours. Il n'y a pas d'âge limite. Donc si on en arrive là, c'est qu'on prend soin de son corps. On est à l'écoute de son corps pour éviter les blessures, pour la progression, etc. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Justement, ce que tu veux dire, c'est que n'importe qui, n'importe quel âge,
peut commencer Absolument. par la musculation déjà pour commencer, et puis peut-être justement une suite. Oui, bien sûr. Alors par contre, pour la compétition, c'est tout autre chose. C'est vraiment, c'est le jour et la nuit entre je pratique de la musculation tous les jours, je pratique le bodybuilding, parce qu'il y a musculation, renforcement musculaire, il y a musculation, et après on arrive en bodybuilding. Voilà. Où là, il n'y a aucune place au hasard, tout est calibré, les temps sont chronométrés d'entraînement, les temps de repos sont chronométrés, les temps de sommeil sont calculés, la quantité d'eau qu'on boit, la quantité de tous les aliments qu'on mange. Entre la nutrition et tes heures de travail, justement, je vais te laisser l'expliquer. Tout est en fait calculé au gramme près. Que ce soit en hors saison ou en pleine saison, on est toujours dans le contrôle. En permanence, en permanence, que ce soit le sommeil, tout ça. Donc, la compétition en bodybuilding, ça peut être accessible à tout le monde dans la mesure où on s'en donne les moyens. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent je vais faire une compétition et tout. Et quand ils voient ce que ça fait juste en un an, parce que pour concourir, pour faire une compétition, il faut préparer son corps pendant un an minimum. D'accord. Pour préparer le physique qu'on va afficher à la compétition l'année d'après. Une année plus. Et pour ça, c'est pendant un an, on travaille à la salle, mais il n'y a pas que le travail à la salle, ça c'est rien du tout, ça représente, on va dire, 5% du travail. 80%, ça va être la nutrition. Et le reste du temps, ça va être le sommeil. D'accord. Et les gens ne comprennent pas ça. Mais c'est des choses justement que la plupart des gens mettent de côté. Oui, ils s'entraînent comme des malades à la salle. Ouais. Souvent avec des charges super lourdes, parce qu'ils disent comme ça je veux faire du muscle. Pour gonfler plus vite. Et en fait ils s'abîment plus qu'autre chose parce qu'ils ne travaillent pas avec le muscle concerné mais avec tout le reste, en faisant des mouvements pour que ça passe. Donc du coup le muscle concerné il travaille à 30% parce que tout le reste c'est l'aide qu'on va faire avec les cuisses, avec le dos, avec voilà. Et on ne s'est pas ciblé, donc le poids on s'en fout. C'est pas comme le sport. Les strongman, qu'on appelle les strongman, la force athlétique, où là, le but c'est d'avoir le maximum de charge parce que c'est le but, c'est de soulever le plus lourd possible. Nous, c'est pas ça. On va se servir de la charge pour atteindre un but. Donc on s'en fout de la charge qu'on a. On n'est pas. C'est ce que les jeunes ont du mal à comprendre. Ils veulent s'étoffer, ils veulent prendre du muscle. Mais derrière, c'est concours, à celui qui va soulever le plus. Le problème, je pense que quand on est ado, c'est d'abord l'amour de l'image en fait. C'est un ego démesuré, voilà, surtout. C'est ça. Je pense qu'on passe tous par là. Après, avant de le comprendre, il faut. Mais plus encore à notre époque. Ouais. Parce qu'ils ont avec Instagram. Ils ont l'impression de tout connaître, ils ont la science infuse, ils savent s'entraîner et tout, mais en fait ils font n'importe quoi. Parce qu'ils écoutent à droite, ils écoutent à gauche, plutôt que de s'écouter eux-mêmes. Il faut s'écouter soi-même. On a tous des morphologies différentes. Il y a des ossatures différentes. Il y en a qui sont endomorphes, mésomorphes, ectomorphes. Donc on a des métabolismes qui réagissent de différentes façons. L'alimentation n'est pas la même. Moi, si je te donne mon protocole alimentaire, ça ne sera pas du tout adapté à ta morphologie. Et je dis pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Voilà. Et les exercices, c'est pareil. Il y a des exercices qui passent pour certaines morphologies et d'autres qui ne passent pas. Par exemple, ceux qui ont des clavicules assez courtes, comme j'ai, ne travaillera pas de la même façon que quelqu'un qui a des clavicules plus longues, donc plus larges en envergure, où là, il va pouvoir faire du tirage nuque et ça va passer, la barre va passer derrière, que nous, avec les clavicules courtes, on va s'arrêter là, ici. Et si on force, on abîme les épaules. D'accord. Et les gens, ils sont là, ils forcent. Mais non, ça passe pas parce que ton corps a dit ça passe pas. Donc écoute ton corps, si ça bute, tu stoppes. Tu t'arrêtes là où ça bute. Tu vas pas chercher plus loin. Et ça, tout ça, c'est par rapport à la morphologie. Et ils n'ont pas cette connaissance du corps. Et si tu n'as pas la connaissance du corps, tu fais n'importe quoi parce que tu ne connais pas. C'est comme si tu prenais un vélo, tu sais pas comment fonctionne le dérailleur et tu passes les vitesses et tu dis mais je comprends pas, ça saute, ça déraille, parce que tu sais pas comment il fonctionne. Et voilà, dans une côte, dans une descente, et ben c'est pareil pour un corps. Un corps, on arrive en bodybuilding à en faire une Formule 1, à en faire une table de mixage. Tu vois, une table de mixage, il y a... Là tu me parles musique, c'est ce que j'ai. Voilà, musique, t'as des milliers de boutons, de potards comme ça, que tu dois... Et tu te dis, mais tout ça juste pour une chanson. Mais ouais, parce que le moindre truc que tu vas changer, ça va influer sur la musique. Exactement. Et bien, en bodybuilding, nous, le moindre paramètre que tu vas modifier
va influer sur le physique. Donc le moindre gramme que tu vas mettre en plus en liquide, en graisse, en glucides ou autre, ça va avoir un impact différent. Et le corps, il est tellement pointu maintenant, arrivé à ce niveau-là, que le moindre changement, bam, le corps il réagit. Sur une semaine, bam, on voit une fluctuation sur le poids, on voit une fluctuation sur le dessin musculaire, tu vois, voilà. Parce qu'on va changer un paramètre, ou deux, ou trois. Et si ça va pas, on revient en arrière, on monte celui-là. Voilà. Ce sont que des vraiment des travail voilà. de précision. Voilà. C'est ça. Où chaque centimètre de ton corps est travaillé. C'est ça, chaque fibre musculaire, voilà. Chaque groupe musculaire, pour avoir les proportions aussi. C'est pareil, on ne travaille pas, ah bah j'aime bien travailler ça, alors je travaille ça. Non, et si tu n'aimes pas travailler ça, bah justement travaille-le. Parce que ça va devenir un point faible. Et ton travail, il est plus spectaculaire parce qu'encore, faut le préciser, on va parler de un peu un deuxième combat pour toi. Parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est justement sculpter ton corps de façon naturelle. Oui. Sans anabolisant, sans... Exactement. Donc ça, est-ce que tu peux justement nous dire comment ça se passe? Parce que je pense que niveau travail, ça doit être énorme. Oui, parce qu'en fait, j'ai pris la voie de la non-facilité. Voilà, parce que on va pas se mentir, c'est des produits qu'on nous propose, qu'on vous propose régulièrement. Bien sûr, c'est un sport. Alors, c'est tabou, personne n'en parle à chaque fois dans le milieu de la musculation, du bodybuilding. Ça se passe sous le manteau, etc. Et les gens, voilà, c'est tabou, on n'en parle pas et tout, mais il faut ouvrir les yeux, les gars, parce que je vois beaucoup de jeunes qui commencent la musculation. Quelques mois après, je les vois, bam, ils sont comme ça. Quoi. Ouais. Putain, le gars, il a touché quelque chose. Tu dis qu'il y a une surdose déjà, peut-être aussi. Et c'est pas normal, parce que avant quoi que ce soit, déjà, il faut connaître son corps, comme je le disais. Savoir comment il fonctionne, déjà savoir travailler. Il faut que le corps, il ait l'habitude de l'amplitude, et que si on ferme les yeux, le corps, il doit pouvoir reproduire le mouvement sans avoir besoin de se regarder pour se corriger. Si le corps a appris le mouvement, ça devient un automatisme. Et du coup, à la fin, avec la fatigue et autres, c'est plus ton cerveau qui dirige ta barre, c'est ton corps qui connaît l'automatisme et qui va créer le mouvement naturel. Et là, tu ne te blesses pas. D'accord. Le problème, c'est que maintenant, les jeunes veulent tout de suite, rapidement, tac, limite je commande, tu vois, Amazon, machin, tac, je l'ai le lendemain. Voilà, c'est ça. C'est ça, on n'a plus le temps d'attendre, quoi. Mais le bodybuilding, c'est la science d'une vie. C'est pas en 2 ans, 3 ans, je vais venir, comme ça, ok. Et tu vas faire quoi les autres années? Tu vas toujours vouloir plus. Donc arrive à un moment pour avoir plus, le corps, naturellement, il a une limite. Après, si tu vas aller au-delà, après, tu es obligé de prendre de la chimie. Voilà. Et c'est là justement que c'est... Et c'est là les travers sont là. Parce que les jeunes ne savent pas se... Quand tu es jeune, tu as un taux de testostérone qui fait que tu as du mal à te limiter. Qui est démoniaque. Donc justement, utilise-le pour fabriquer du muscle. Naturellement, tu vas en faire. Bien sûr, ça va prendre plusieurs années, parce que c'est le but. Mais ils veulent tout de suite. J'en ai eu un dernièrement qui m'a dit wow, et tout. Il me dit qu'est-ce que tu prends pour être comme ça, tout ça. Je lui ai dit non, attends. Je lui ai dit moi je prends quoi? Du blanc d'œuf, du poulet et du riz et des courgettes. Et non, tu déconnes. Je lui dis moi je veux avoir ton physique l'année prochaine pour aller à la mer et tout. Je veux aller à Deauville, tout c'est ça. Pas les ambitions. Non, gars, non, c'est pas possible quoi. Je lui dis moi j'ai commencé, j'avais 21 ans. J'en ai 48 là, j'ai mis toutes ces années-là à construire mon corps. Ils sont perturbés peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que tu es 48 ans aujourd'hui. Non. Justement, c'est ça aussi le fait d'avoir... Mais et là je vais prendre 49, tu vois, et je suis fier de... Plus j'avance dans le temps, plus je dis, regarde, j'arrive à 50. Parce que eux ils veulent tout de suite. Ils disent non, l'année prochaine je vais être comme toi et tout pour aller à la plage. Non, mais je lui dis tu fais pas ça pour aller à la plage. Tu fais ça déjà pour toi. Exactement. Je lui dis moi la plupart du temps je suis toujours couvert. Je suis pas en débardeur ou autre à faire. Les vrais amoureux, pas besoin. Je suis même pas persuadé qu'ils se baladent torse nu. Non, je vais même pas à la piscine ou à la plage parce que si j'y vais, je suis regardé comme une bête curieuse. Pourtant je suis pas énorme. Mais je suis regardé comme une bête curieuse et avec des réflexions genre une nana qui se marre en disant ah, regarde, il y a Action Man qui passe. Tu vois, genre de trucs comme ça, c'est super agréable. Puis tu sens les regards, tu vas à la piscine, même si tu vas dans l'eau pour te détendre, le simple fait de traverser la piscine, d'aller à la piscine, les gens c'est tu sens les regards et après il faut leur dire que c'est plus musculaire, c'était plus... Mais tu vois, voilà, je veux dire, tu fais
ça pour toi, tu fais ça pas. Tu fais pas ça pour les autres. Exactement. C'est un combat entre toi et toi. Tu vois, c'est you and you. Et c'est pas pour faire voir à l'autre, regarde j'ai plus de bras. Toi, regarde j'ai plus de bras. On s'en fout. Ça après on le voit sur scène. Exactement. Quand tu fais de la compète, là tu veux te mesurer, pas de problème, tu fais la compétition. Tu vas te mesurer avec d'autres qui ont vécu la même chose que toi, qui ont les mêmes diètes, qui font des journées à zéro hydrate, donc pas de glucides, donc t'es dans le sac, tu dois t'entraîner, t'es mort et tout. Donc, on est passé par tous. Ça, pour arriver au stade final de monter sur scène, et là, on se compare. C'est que là, et encore quand on se compare, on voit même pas les adversaires, si on les voit, on est en backstage, mais quand on est sur scène, c'est que toi, en face tellement des concentré juges. sur... C'est ça, tu es concentré sur ce que tu dois faire, ce que les juges te demandent de faire. Tu fais et tu regardes même pas les autres, tu n'es pas là en train de regarder, oh putain il fait ça, moi je fais ça. Non, tu dois être... pas le temps, ça. Non, tu es flouté, tu es dans une bulle entre les juges devant et toi sur la scène. Et après le verdict tombe. Et là, après, une fois qu'il y a les vidéos, les photos et tout, tu regardes par rapport aux autres et tu te dis comment je suis. Voilà. Et c'est ça ta marge de progression. Tu dis l'année prochaine, lui, je le tape en compète. Lui, je veux le revoir l'année prochaine. Et là, je veux lui afficher mon physique N+1. Tu vois, voilà, tu vois, voilà. Et c'est ça. C'est pas à la plage, regarde Nana, c'est pas à la salle, regarde Nana, regarde combien je mets. Non, c'est pas ça. C'est sur scène que tu vas te battre avec d'autres. Justement, on va parler de la scène. Ben oui. Parce que triple champion de France et vice-champion d'Europe, tu as mis beaucoup de temps pour en arriver là? Oui. Oui, on peut le dire. Oui. Voilà, c'est justement pratiquement 27 ans. 27 ans. Ouais. C'est énorme, mais ça veut dire que ça a vraiment payé. Ouais. Aujourd'hui, tu as cette fierté de dire que ton combat est remporté. Il n'est pas fini. Non, je compte continuer, bien sûr. Et ça a mis autant de temps que ça, bien sûr. Parce que déjà, j'avais des idées faussées à l'époque, parce que moi, comme idéal, j'avais Schwarzenegger, Lou Ferrigno, Hulk, dans la série Hulk. Le vrai. Voilà. Et oui. Mais qui était, ils étaient chargés à plein de substances. Et du coup, pour moi, être bodybuilder et faire de la compétition, c'était avoir ce physique-là. On a tous eu cette image de se dire que justement bodybuilder, c'était que les grosses masses. Oui. Et là, tu trouves. Mais oui, et je l'ai compris, malheureusement, j'aurais pu faire de la compétition beaucoup plus tôt. Et je l'ai compris malheureusement beaucoup trop tard. Parce que c'est en pratiquant les compétitions, j'ai commencé en 2019, ça fait pas si longtemps que ça. Et pourtant, malgré que ce soit ça a été la première compétition en 2019 à laquelle j'ai concouru, j'ai terminé champion de France. Ça m'est tombé comme ça, je me suis dit, la compète, je tombe, voilà. 2019, 2020, 2021, c'est quoi? Ouais, j'ai fait deux compétitions, deux championnats de France en 2019 dans deux fédérations différentes. Et après 2020, il y a eu le Covid, bon, voilà, forcément, les compétitions ont été reportées, etc. Et 2021, donc là, où j'ai refait un championnat de France, où j'ai encore terminé, et après j'ai enchaîné. Et dans ces concours, tu as plusieurs catégories Oui. Ouais, d'accord. Oui, il y a plusieurs catégories, comme en boxe, comme en différentes disciplines, taille, poids, âge, ratio taille-poids aussi. Donc, moi je te vois un peu comme un bodybuilder en finesse, comme je te disais. Ouais. 1m81, moins de 80 kg, je trouve ça super. Et je t'explique pourquoi, c'est tout simple, c'est le naturel. C'est naturel. Et ça, naturellement, tu peux pas dépasser ton poids, ta taille. Moi, maintenant je fais 1m78, parce que j'ai fait 1m81 et je suis tassé. T'enlever les talons. Non, on se tasse avec l'âge, et puis à force de lever les barres, de soulever, on se tasse, c'est normal. Donc maintenant je fais 1m78 et donc tu peux pas dépasser 78 kg pour 1m78. Si tu fais 1m80, 80 kg, voilà. Sec, je parle sec, hein, sec évidemment. Donc arriver sec, dépouillé, écorché sur scène, physiquement tu peux pas dépasser ton ratio poids-taille. D'accord. Naturellement. Donc fatalement, tu es toujours légèrement en dessous. Pour être sec, tu es obligé. Évidemment, tu peux être au-dessus, mais dans ce cas-là, c'est que tu es gras, enfin, t'es pas écorché, et tu as du surplus. Donc, mais naturellement, tu peux pas être en dessous. Enfin, au-dessus de ton ratio, de ta masse et de ta taille. Donc oui, naturellement, ça se passe comme ça. Si tu te dépasses et tu es
surtout, c'est que tu as pris des choses. Voilà. Et là, évidemment, donc moi c'était ça que j'avais C'est bon à savoir parce que j'ai du mal, tu vois. Mais oui, et ça je l'ai appris malheureusement tardivement, après 2019, pendant la période de confinement et autres, parce que ma compagne en fait on cherchait une fédération dans laquelle adhérer et puis concourir. Parce que j'ai fait donc 2 championnats de France en 2019 dans 2 fédérations différentes, et qui étaient des fédérations qui n'étaient pas clean, si tu vois ce que je veux dire. Et malgré ça, ouais, malgré ça, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Et j'ai vu d'autres fédérations justement qui étaient vraiment 100% naturelles, avec des contrôles antidopage, etc. Et il y a que cette période-là où je me suis dit, mais merde, en fait, j'ai concouru avec des gars qui étaient chargés, quoi. Et effectivement, je les voyais en backstage, dans les coulisses. Les mecs, ils avaient de l'acné dans le dos, ils avaient des gynécomastie qu'on appelle, c'est-à-dire de la graisse sous le pectoral, comme les seins en fait. Et ça, c'est les hormones de croissance, la testostérone, tout ça. Et le surplus et autres, voilà, le corps réagit et tu fais pas d'acné à 40 ans. C'est vrai qu'on a vu des choses, même moi j'ai vu des reportages, on se mentir, on les regarde, et parfois il y a des choses atroces qui se passent. Mais oui. Des transformations physiques. Mais oui, complètement. Même pour les femmes qui en prennent, elles ont des physiques masculins, la mâchoire, etc. Et donc voilà, et sur le tas où je me dis, mais putain, en fait, jamais j'aurais pu atteindre un physique comme Schwarzy ou Ferrigno, quoi. Parce qu'en fait, ils étaient chargés. Et en fait, dans ce milieu-là, c'est très hypocrite parce que tout le monde te dira, celui qui se charge, il te dira, moi je suis clean, moi je prends rien et tout, je suis au naturel, tout ça. Mais je pense que c'est dans plein de milieux ça. Mais oui, mais bien, tu vois, même en backstage et tout, quand t'es en compète, tout ça, les mecs ils vont pas avouer qu'ils ont pris des trucs. Assume, gars. C'est ce que je dis parce que je fais ça. Ouais, mais assume. Si t'as pris des trucs, dis-le. T'as pris des trucs, ok, on s'en fout. Assume. Assume parce que tu te mens à toi-même, tu mens aux autres, bon, ça on s'en fout, quelque part, parce que maintenant tout le monde se ment à tout le monde. Voilà. Mais il se ment à lui-même. Et ça c'est plus dur. Et ça c'est plus dur parce que ce qu'il a le reflet en face du miroir et ce qu'il présente au juge, c'est un physique tronqué. C'est du fake. C'est pas le travail, le fruit de son travail, c'est le fruit de ce qu'il a pris. Tu vois la différence. Nous on travaille différemment par la nutrition. Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup plus pointu, on est obligé, parce que pour modifier, en fait, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui sont chargés, donc ils prennent ce qu'on appelle en exogène, c'est-à-dire ils vont apporter un apport extérieur de testostérone, d'hormones de synthèse, ils vont se l'injecter pour que ça rentre à l'intérieur. Nous, on travaille ce qu'on appelle en endogène, c'est-à-dire qu'on va prendre ce qu'il faut en nutriments. Donc on va travailler sur les lipides, les graisses, on va travailler sur les vitamines, les acides aminés, des choses comme ça, pour booster de l'intérieur, augmenter la production naturelle de testostérone, hormone de croissance, qu'on a au naturel. Voilà, qu'on a au naturel, on va obliger notre corps à en fabriquer plus. D'accord. Ouais. Mais par la nutrition. Donc ce qui t'impose justement à travailler encore plus. Mais ouais, et d'être beaucoup plus pointu et carré, parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de résultat derrière. C'est 80% de la réussite en bodybuilding, c'est la nutrition. Et justement, je pense que tu as bien réussi, parce que même on peut en parler, je pense que côté force, t'en as autant si t'es pas plus que quelqu'un qui prend justement ses produits. Eh ben non. Je me trompe? Bah oui, c'est bien. parce que ceux qui prennent des produits ont plus de force, bien entendu, parce que ils peuvent soulever plus lourd, parce qu'ils fabriquent plus de muscles par... D'accord. Tu vois, j'aurais pensé que justement ces produits faisaient gonfler, mais pas spécialement. Non, ils développent plus de masse musculaire, donc ils ont plus de force, ils soulèvent des charges phénoménales et tout. C'est ce qu'on voit à chaque fois sur les vidéos, sur tous les réseaux ou autres. Les mecs qui chargent comme ça, et tout ce qu'il lève et tout. Ouais, mais il est chargé à quoi? Voilà. C'est ça qui aide, parce que tu fabriques plus de muscles et tout. Mais tu grilles les étapes, et surtout tu grilles des années de ta vie, des décennies de ta vie. C'est surtout ça. Ce qui est important de préciser, comme tu me disais, c'est que pour en arriver là, seul c'est dur. C'est important d'être accompagné par son entourage. Ouais. Tu as ta femme, ça a été une force, je pense, comme tu me disais. Oui. Donc c'est bien de le souligner. Oui, complètement, parce que le problème en bodybuilding, arrivé à ce niveau-là, on est seul, entre guillemets. Parce que, alors il y en a beaucoup,
plus de la moitié, qui perdent leur compagne, leur femme ou autre, qui divorcent, etc. Parce que tu es dans ton truc, tu es vraiment à fond. Tu penses aux compétitions, tu penses qu'à ton physique, tout ça, parce que tu vois la compétition l'année d'après, et pendant une année, il va falloir que tu travailles sur tous tes paramètres. Donc te coucher à telle heure, manger à telle heure, boire à telle heure. C'est-à-dire pas de sortie. Voilà, pas de sortie. Pas d'invitation chez les amis, pour non. Se dire. Ou alors vraiment. Et alors, en hors saison, ça va être le dimanche, parce qu'on s'entraîne pas le dimanche, donc ça va être le dimanche, on va dire, ok, mais que le midi. Tu permets quand même peut-être un repas. On a le droit en hors saison seulement, ce qu'on appelle un repas plaisir. Américanisé, on appelle ça le cheat meal. C'est un repas où si tu veux manger des frites, un burger, une pizza, c'est le seul de la semaine. Tu fais, voilà, c'est le seul. Tu as le droit. Si tu fais ça, ton corps il va rien prendre du tout. Il est tellement conditionné qu'il va rien prendre. Mais psychologiquement, c'est un plaisir gustatif pour le sait. Voilà. Tu as peut-être plus ce plaisir justement du coup. Je te dirais que je suis tellement conditionné à manger tout le temps, tous les jours la même chose que j'ai même plus d'envie, tu sais, le dimanche de dire. Moi, ma seule envie le dimanche, c'est le petit déj. Non, il faut un peu de repos, il en faut. Mais non, moi c'est le petit déj. Moi j'aime bien. Et vraiment à l'ancienne, c'est juste du pain frais, du beurre et des carrés de chocolat avec un bol de lait. Voilà. Mais bon, je mange carrément. C'est pas comme moi, je vais en acheter quelques-uns. Je suis de Lille à la base, donc c'était le café avec le pain et du camembert dedans. Ah oui, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Et voilà, c'est juste ça comme ça. Et par contre, c'est le pain entier, c'est pour moi. Voilà. Voilà, il faut quand même. Et voilà, moi, ça va être juste ça le plaisir. J'ai pas eu cette habitude de manger la malbouffe entre guillemets. Je suis pas d'une génération burger, pizza, tout ça. Ça va, on n'a pas que. Ouais, j'ai pas été élevé avec ça, donc. C'était les débuts, on va dire. Ouais, c'est ça, c'était les débuts et je sais pas. Bien sûr, j'en ai goûté, mais sans plus, je préfère le faire moi-même. Déjà, ils sont meilleurs, puis je peux en manger autant que je veux. Sur la petite éponge, entre chaque morceau de pain. Oui, voilà. Oui. Et faire ma pizza, tout ça, voilà, je peux me manger le plateau de pizza entier, mais je l'ai fait moi-même. Et j'ai mis les ingrédients que je voulais dedans et pas. Tu connais la cuisson, tu connais. Oui, c'est ça, ouais. Et puis les aliments qui vont faire que ça va me profiter aussi, tu vois. Voilà. Bon. Mais j'ai pas d'envie spectaculaire. Peut-être une glace, tu sais, en dessert ou un truc comme ça. C'est pas la fête non plus. Et voilà, c'est ça, mais ça va être juste le dimanche midi. Donc c'est énormément de sacrifices. Et puis, oui, parce que du coup, ton entourage s'éloigne un peu de toi. Parce que tu viens pas le samedi soir, le samedi soir on peut pas sortir, tu sors pas en boîte, on va faire un tour en bécane, tu viens, non j'ai entraînement là, tu fais chier, pardon excusez-moi, mais ça va être comme ça, et arrivé à un moment, ceux que tu croyais être des amis ne sont plus des amis parce qu'en fait ça devient des connaissances. Voilà, ils te laissent tomber. Et dans la famille, c'est pareil, c'est dur aussi parce que mes parents n'ont jamais compris ce que je faisais. Ils me regardaient toujours avec des yeux quand ils voyaient les quantités que je mangeais et tout ça. C'est peut-être de la peur aussi au début, justement. Mais j'avais beau leur expliquer tout, parce que j'ai toujours été dans le milieu du sport, donc si je fais quelque chose, c'est pour donner un résultat. Je fais pas tout et n'importe quoi. C'est ça, en plus, je pense que dès le départ, tu as ce programme, justement, tu l'as quand même fait de toi-même. Non, bien sûr, j'aurais été suivi. Et je suis suivi même par mon médecin, et on fait des analyses de sang tous les 3 mois. Donc c'est un suivi vraiment même médical. Oui, bien sûr. Tous les trimestres, on fait un bilan albumine, parce qu'on mange beaucoup de blanc d'œuf, donc albumine, créatinine dans le sang, voilà. Le taux de testostérone aussi, voir comment il évolue en fonction des lipides qu'on mange, parce que c'est par les lipides, donc les graisses, qu'on fabrique de testostérone. Donc il faut savoir les quantités, les adapter. Donc voilà, trimestriellement, j'ai mon bilan sanguin et mes analyses avec le médecin. Voilà, tout est vraiment cadré, quoi. Et du coup, dans la vie de tous les jours, si tu n'as pas ta compagne qui te soutient, par grande chance, ma compagne m'a connu bodybuilder, donc de toute façon, c'est un peu comme ça. Et puis
s'est lancée dans la compétition, elle me suit toujours dans les compétitions, à filmer, à prendre des photos, à être là avec moi, beau, en backstage et tout. Alors moi je suis réseaux sociaux de loin parce que j'ai pas le temps. Et elle est dessus, elle regarde mes concurrents, elle regarde les fédérations, tac. Elle donne peut-être justement toutes ces infos. Ouais, exactement. Et j'ai pas le temps d'aller. J'ai mon boulot dans la journée et après j'ai mon deuxième boulot de bodybuilder où ça me prend pas mal de temps. Et quand je rentre chez moi après, c'est toute la logistique qui s'enchaîne, donc préparer les repas, tout peser après pour le lendemain. Donc je mange 8 fois par jour quand même, toutes les 2h30. Ouais. Ah ouais. Toutes les 2h30, beaucoup de 3h. pauses au travail. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, je mange en travaillant. Mais c'est toujours des petites portions, mais toutes les 2h30, 3h, j'alimente la machine parce qu'elle a besoin de récupérer. Et du coup, il faut que je pèse tout pour le lendemain. Et tous les soirs, c'est ça, quoi. Donc je cuisine mes quantités de poulet, tout est mesuré, pesé, les boîtes, à propos justement de cette machine que tu t'affectionnes, tu vas bientôt la mettre au défi. Là, ça m'est venu, les Italiens. On peut l'annoncer? On peut l'annoncer. Oui, complètement. Tu nous en dis un peu plus justement sur donc, le conclure. Je pense que ça va être en juillet. On a les Italiens, la fédération italienne, donc le lycéenne, qui va venir en France à Poitiers faire le championnat d'Europe, sur le territoire français. Donc cette fois, c'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent, ouais. Et donc moi, dans mon programme de préparateur, on se prépare pour les championnats du monde qui seront en novembre. Ça sera à Prague. Mais on veut tester une nouvelle stratégie de nutrition et d'entraînement, voir comment le corps va réagir à ça. Et on veut exposer ça donc, en juillet, ce sera 2 et 3 juillet. D'accord, donc c'est peut-être justement un nouveau programme que tu... Ouais, c'est celui qu'on met en place actuellement là. Et là, je vais rentrer en prépa au mois de mars. Là, je suis en hors saison et prépa au mois de début mars. Et donc la venue des Italiens, donc pour le 2 et 3 juillet, au championnat d'Europe. Et donc on va mettre en application, voir comment le corps réagit avec ce nouveau protocole. Et on va rencontrer les Italiens qui sont pas mal dans parce qu'il faut pas oublier que justement le sport du bodybuilding, c'est un sport où tu voyages aussi. Ouais. On n'est pas rentré dans les détails, mais je suppose que tu as fait pas mal de... c'est assez récent, puisque c'est depuis 2019, ça a été en France, puisque ça a été les championnats de France. Septembre 2021, ça a été aussi un championnat de France, donc c'était à Le Perret en Yvelines, donc dans le 78. Et c'est là que j'ai été sélectionné par le sélectionneur de l'équipe de France de la FBBN, la Fédération Bodybuilding Naturelle. Pour faire partie de l'équipe de France et concourir donc aux championnats d'Europe qui se sont passés au mois de novembre dernier, où j'ai été champion d'Europe dans ma catégorie et une 3e place aussi dans une autre catégorie de taille, poids. C'est l'avantage, c'est qu'on peut, selon le poids, la taille ou le ratio dans lequel on se trouve, trouver une catégorie qui nous correspond pour pouvoir beaucoup. Et du coup, maintenant, je fais partie de l'ICN, donc c'est International Compete Natural. C'est lycéenne, justement ce que tu... Voilà, c'est ça. On voit justement où en fait tous les pays d'Europe sont affiliés, c'est la plus grosse fédération de bodybuilding naturel. Et on a d'ailleurs la venue tout récemment, depuis début janvier, là, de l'Espagne, dans l'ICN. Donc on va avoir des 2 plateaux aussi, parce que l'Espagne et l'Italie, ils ont le culte du corps parce qu'ils sont toujours au bord de la plage, un peu comme les Californiens. Donc du coup, ils sont prêts toute l'année, les gars. C'est dans dans leur culture. Donc ça va faire du level, ça va faire du niveau. C'est dans leur culture. Donc là, je vais rencontrer les Italiens au championnat d'Europe juillet prochain, 2 et 3 juillet, à Poitiers. Donc ça va être intéressant de voir de nouveaux visages, de nouvelles figures, et puis de façon d'être, nouveaux adversaires. Donc par la suite, tu veux continuer à concourir? Oui. Pourquoi pas prof comme je te disais? Alors prof non. Prof non, vraiment le concours. Oui. Moi je reste. C'est pas que j'aime pas donner de moi-même, de connaissances, etc. J'aime faire ça.
Mais on arrive à une époque où ce que tu peux donner comme conseil aux autres, ça va pas être pris au pied de la lettre, ça va être pris à la légère et autres. Et j'ai pas envie de me battre avec les gens, leur dire mais non, il faut que tu fasses comme ça, ça. Les gens choisissent leur voie. Je veux pas aller me mettre en quatre à dire mais oui, mange ça, fais ça, tu vas voir, ça va marcher, machin et tout. Parce que derrière, ils t'écoutent pas. J'ai déjà donné des conseils à certaines personnes ou autres, je les ai retrouvés dans la rue une fois, on s'est croisés, avec quoi à la main? Un burger, quoi, excuse-moi. Je comprends parce qu'en fait déjà, on peut dire que tu as déjà mené tes combats. Oui. Tu dois mener ceux des autres. Oui, sans, je dis pas ça. Oui, bien sûr. Mais c'est grave, c'est vrai que chacun sa voix. Voilà. Si tu as vraiment été motivé, etc. Vous avez une de toi. Voilà. Il faut que tu aies la démarche de toi-même. C'est pas par une question ou autre. Je peux te donner une réponse, bien sûr. Je vais te dire fais comme ça, fais comme ça. Après, je t'ai donné le conseil. Si tu fais mal. Après, comme toi, tu l'as fait, voilà. Voilà, je peux te dire, c'est pas comme ça, je t'ai dit. Voilà, je te le dis une fois. Mais après, tu fais ta vie. Si tu as envie de te bousiller, bousille-toi. Voilà, c'est ça. Si tu veux prendre des substances, moi je t'ai averti, fais ce que tu veux. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Et avec un corps, on peut en faire ce qu'on veut. On peut le rendre obèse, on peut le rendre anorexique, on peut le rendre bodybuildé. Tu choisis. Comme disait Dolph Lundgren, j'ai vu une fois, qui disait le corps, c'est comme de la pâte à modeler, on en fait ce qu'on veut. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça qui joue beaucoup là-dessus. Ouais, et c'est ce que je prends souvent comme image, c'est un bodybuilder, c'est un bloc de glaise. Et on sculpte. Voilà. Pour en faire une sculpture, une œuvre à la fin de l'art. L'art, on peut dire, parce que chaque regard est différent, et ce qui est important, c'est justement le tien. Oui. Le regard de la personne qui fabrique, ouais, justement sa statue. C'est ça. Comme je le disais, on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi-même. Parce que les bodybuilders, ça ne me plaît pas. Les filles n'aiment pas. C'est vrai ce que tu dis. Non. Les filles n'aiment pas les muscles et tout ça. Enfin, la première. Voilà. Donc si on le fait, preuve que c'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Je suis souvent comme ça, à côté du lit, je me cache, tu sais. Ouais, mais ça fait pas d'effet. Ouais, non, et pourtant, depuis la nuit des temps, l'homme a toujours été bodybuildé. Quand on voit les statues grecques, etc., voilà, c'était l'archétype, c'était ça. Voilà, c'est ça. Avant de conclure, est-ce qu'on a oublié des choses ou des remerciements que tu voudrais justement apporter à... J'en remercie ma femme. Avant tout. Oui, avant tout. Voilà, ma petite Laurence chérie, voilà, qui, grâce à elle... merci parce que grâce à vous, il y a un sacré champion. J'en serais pas là si elle n'avait pas été là, parce que c'est vraiment un gros soutien moral, psychologique, parce qu'en période de préparation, de sèche, on a un caractère qui n'est pas facile du tout, parce qu'on est tellement restreint de plein de choses qu'on nous tape sur les nerfs. On a souvent des coups de sang, comme on dit, quoi. On s'énerve pour rien, etc. Et elle est là pour tamiser les choses. Qu'on soit un tantinet sanguin, pour ça. Oui. Et moi, je vois une petite anecdote. Je casse mes blancs d'œufs dans la poêle. Il suffit qu'il y ait juste un petit bout de coquille qui rentre ou autre. Je suis capable de balancer la poêle à travers la pièce. Bon, voilà, ça m'est déjà arrivé une fois. Et heureusement, voilà, elle est là, elle me calme, elle me tamise et tout. Elle a un caractère plutôt apaisant. Et c'est vraiment... Et puis il faut penser au stock d'œufs et racheter une poêle derrière. Alors c'est peut-être pas non plus la bonne chose. Oui, et au final, en fait, ça sert à rien. Mais on est tellement sur les nerfs. Les nerfs, ça ne se contrôle pas toujours. Et puis, c'est vraiment, ça prend vraiment donc, un grand merci, sur les nerfs. Un grand merci à elle. Donc je crois qu'on va conclure. Oui. Et on va te remercier, Pascal Mazur, pour cette interview que tu nous as honoré à faire. C'est un plaisir. Donc voilà, donc je pense que Pascal a été de grands conseils, donc je suis de ton avis, naturel et rien de mieux. Oui. Après bon, chacun sa voix, chacun ses ambitions et puis voilà. Donc, si on veut perdurer jusqu'à la fin de sa vie en étant en bonne santé, continuer au naturel. Au naturel, pour le cœur, pour tout ce qui est, tout ce qui fait la personne qu'on est aujourd'hui, parce que le corps c'est important. C'est ça. Merci Pascal. Merci à toi. Et merci à vous qui nous avez regardé pour donc voilà la livraison 11 du mini conteneur. On vous dit à la semaine prochaine et puis pour une autre rubrique. Merci.
discrètement. Allez, c'est parti. Et hop là. Tu vois, Pascal, comme je te disais, c'est pas évident à la maison. Allez, entraînement. 1. Hey, tu dis rien, toi. Ok? Non, mais je me méfie parce que y a tellement de balance ici. Allez, 1, 2, 3. Ok. Oui. Ouh là 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 là. Mais si ça va pas. Oui, j'arrive. Bon bah les amis, je trouve aucune planque nulle part. Donc comme je disais à Pascal, c'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est retrouvez-nous la semaine prochaine parmi conteneurs, le numéro 12. Et cette fois, je vais vous donner un petit indice. Ceinture noire. Donc on se retrouve encore une fois pour un sport pour tous. Livraison 12 du mini-conteneur. La semaine prochaine. Passez une bonne semaine et je vous dis à très vite. Partagez. Et puis abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Ciao. C'est vrai? Amel, à gauche? À gauche, c'est par là? Hein? Oui, par là. Oh ouais. Ok, c'est bon. Là j'ai eu le signal. On peut rien faire sans un signal. Un petit peu le signal, alors moi je suis toujours là. Hey Pascal, entre deux, si t'as pas une haltère à me dépanner, mais discret, hein. Discret, quelque chose, tu sais, qui rentre sous le matelas. Quelque chose qui... dans le coffre de la voiture. Quelque chose qui est pas trop bruyant aussi. Parce que celle que je t'ai montré là, dès que je m'en sers, gling. Affreux. Alors si je veux pas me faire repérer, t'as bien vu, alors le sport en scred, c'est pas facile du tout. Je fais tout pour m'en sortir, Alors parfois c'est un peu disproportionné parce que je fais un bras, pas l'autre. Il y a des jours où j'ai une manche qui rentre pas et l'autre où je nage. Je t'explique pas le délire. C'est pas facile. Alors là aujourd'hui je l'ai emmené avec moi dans la voiture. Mais sachant, tu sais très bien que je suis pas tout seul. Ben oui. Je vais pas venir tout seul dans la voiture, à l'interview. Et je suis en train de me rendre compte qu'il faut que je la sorte de la voiture. Cet haltère que j'ai pris. Bref, à tout de suite.